le passage à la limite, c'est-à-dire la façon d'outrepasser ce problème de la banalisation, c'est littéralement le fait d'une hyper-historicisation. Et il y a un mouvement de rentrée dans l'histoire, d'exploitation de l'histoire et d'exploitation de l'histoire comme œuvre, qui est un mouvement extrêmement sensible dans les productions de l'art contemporain. L'histoire revient dans l'art contemporain dans un premier temps par quelque chose qu'on pourrait appeler l'appropriation. C'est-à-dire une façon d'être vraiment dans son œuvre pour une part. Alors c'est quasiment la découverte de la relique. Là aussi, il y a des moments, on le verra, où l'art contemporain découvre la Lune, l'existence de la Lune. Alors, notre Sainte Mère l'Église connaissait la relique depuis très longtemps. Les artistes contemporains avaient oublié et la relique et la Sainte Mère l'Église. Eh ben, ils l'ont redécouverte, au moins la relique. Et donc, vous avez effectivement des tas, alors on ne sait pas ce que c'est, si ce sont des productions ou si ce sont précisément des reliques. N'empêche que ça s'expose dans le musée de Beaubourg de la même façon. On a par exemple, à Beaubourg d'ailleurs, le magasin de Ben. Donc c'est tout son magasin qu'il avait dans une rue de Nice qui a été transporté et c'est l'œuvre. Alors c'est sûr que c'est pas le magasin d'une marchande de chaussures, hein. C'est assurément une œuvre en soi, mais ici aussi, hein, ça se trouve pas ailleurs. Bon, ben voilà, on peut dire ça comme ça, quoi. Hein. On voit pas que c'est des raisons de terminer à Beaubourg, sinon que Ben termine à Beaubourg, et donc la chambre de Ben aussi. Enfin, le magasin de Ben est à Beaubourg. Jean-Paul Reynaud avait fait pareil, la même chose il avait fait une maison assez obsessionnelle uniquement en carreaux de carrelage blanc 15-15, donc c'était quand même assez impressionnant. Et puis il a cassé la maison et il l'a vendue en petits pots comme ça, en grosses bassines plutôt, des bassines à roulettes très, très, très classe, très jolies, et on pouvait, enfin l'œuvre c'était les reliques de sa propre maison. Sa maison avait été une œuvre, une chose de gagner, la maison cassée en est une autre. Deux choses de gagner pour le prix d'une, c'était quand même intéressant. Yves Klein, on a une œuvre de ses rouleaux usagés. Donc c'est une espèce de sculpture qui est faite avec les rouleaux qu'il employait. Mais c'est pas non plus une espèce d'adoration du bonhomme, hein, c'est une œuvre. Hein. Mais c'est une œuvre qui l'est d'autant plus que c'est de lui. Que c'est lui, plus exactement. Hein. Armand a fait une fois qu'il ne faisait pas une composition comme il était capable de le faire, là c'est un cube de plexiglas là, dans lequel il a mis les ordures de Sol Lewitt. Donc on a des papiers comme ça, une boîte de papier quoi, hein, qu'il a tout mis dedans, et puis voilà, l'œuvre c'est cela. Donc voilà, il y a effectivement l'exploitation de la notion de relique, hein, qui est vraiment très caractéristique de l'art contemporain. En vêtements, il y a des choses de ce genre-là. J'ai d'ailleurs une œuvre, parce que c'est un portable, c'est un simple t-shirt blanc de Marc Le Bihan, qui est quand même un couturier relativement connu, et où il y a des actes de décès qui sont contre-collés sur le devant, comme ça, des archives d'actes de décès à l'envers, ça c'est subtil, et en fin de compte il y a mon nom dessus, à l'envers aussi, donc je peux pas me lire. Donc voilà, le vêtement incorpore, enfin l'œuvre est dans le fait de cette archive ainsi exhibée. Il y a d'autres vêtements qui sont faits comme ça avec des tissus anciens par définition. Et je pense que le principe de nouveau des jeans, dirait-on, crades, c'est-à-dire des jeans plus ou moins faussement abîmés, faussement vieillis, etc., c'est le même principe. Hein, parce qu'en fin de compte, souvent c'est du neuf. Hein, on peut acheter du Dolce & Gabbana crade. Hein, et donc ça coûte très cher d'ailleurs, justement, ou du diesel comme ça. Et dans le fond, le principe c'est qu'on achète de l'histoire.
Dans le fond, si on achetait un jean, ça serait ridicule de l'acheter à ce prix-là, vu qu'on peut avoir un tout neuf, sans les trous et sans crade, alors quand même. Donc ça serait complètement absurde. Et ce qu'on achète, mais c'est effectivement de l'histoire. Donc ça passe assez curieusement par des modalités très communes, comme cela aussi, de l'art contemporain. Alors il y a des appropriations qui sont plus fausses, hein, il y en a qui sont quasiment vraies, mais il y en a qui sont plus fausses. Il y a des fausses reliques comme ça de Mario Merz, il y a des fausses reliques de Boltanski qui a fait des faux fichiers qui sont dans les sous-sols des archives de la ville de Lyon. Donc, genre vicieux de faire des fausses archives dans les archives, il faut quand même le faire. Hein. Donc voilà, comme s'ils n'étaient pas déjà embarrassés par les vraies. Eh ben non, ils sont embarrassés par les fausses. Donc, une façon de créer de la fausse histoire comme cela. Et puis, d'une certaine façon, je viens de parler des jeans crades. On peut avoir les jeans crades qui sont les nôtres, en quelque sorte, qu'on a plus ou moins usés. Mais effectivement, quand on voit Diesel et compagnie, il y a eu des pubs dans les années 2010-2011 où il y avait des métiers de pâtissier, des métiers d'architecte, etc. Pas plus pâtissier qu'architecte que de Laurent Broche, mais pareil, c'était comme si c'était le vêtement de ces métiers-là. Donc une espèce de relique, mais en réalité une fausse relique. À la limite d'ailleurs, ça aussi, ça fait très longtemps qu'on savait qu'il y avait 32 saints prépuces, et donc le culte de la fausse relique, c'est une idée très ancienne, y compris dans l'Église chrétienne. Donc un retour de l'histoire, une force de l'histoire dans l'œuvre qui se voit par ces mécanismes de l'appropriation et de la relique. Il y a des mécanismes qui sont plus une fabrication, une artificialisation de l'histoire, mais véritablement de ce qu'elle est cette fois-ci comme œuvre, particulièrement par exemple du lieu. Hein, le lieu devient l'œuvre, c'est pas ce qu'on voit qui est la chose œuvre, c'est le lieu qui est en cause qui est l'œuvre. La chose la plus connue justement, c'est les emballages de cristaux. Vous voyez bien que la question n'est pas d'admirer le joli emballage du Pont-Neuf, comme si c'était une prouesse, et qu'il faille admirer les plissés, et puis la quantité de tissu, et puis la quantité de ficelle, et puis le fait que ça a été fait par des ingénieurs. Enfin, vous vous rendez bien compte que tout ça, c'est de la foutaise. Enfin, on s'en fout complètement. Que ça soit beau, pas beau, que vous trouviez ça joli, pas joli, mais on s'en tape complètement. C'est en rien le problème. Le problème, c'est qu'effectivement, il emballe de l'histoire. Qu'est le Pont-Neuf comme premier pont de Paris? C'est ça qui est en cause. Et c'est encore plus sensible le Reichstag. Lorsqu'ils l'ont avalé, lequel Reichstag est pratiquement la chose la plus laide qu'on puisse trouver dans l'histoire de Berlin. C'est vraiment une énorme pâté, c'était pas plus mal qu'il ait brûlé, c'est vraiment un monument ridicule, minable. Le refaire, ça aurait été d'ailleurs une catastrophe, mais ils sont en train de vouloir refaire le palais impérial, donc pourquoi pas refaire ça? Donc le refaire, ça aurait été une catastrophe, ils l'ont fait d'ailleurs, hein, ils l'ont refait. L'emballer, dans le fond, c'était une bonne idée, puisque d'une certaine façon, ça manifestait son importance historique, puisque c'est à la fois quand même le premier parlement de l'Allemagne réunifiée, y compris impériale, c'est le parlement qui sera brûlé par les nazis, donc un grand moment de l'histoire allemande contemporaine. Donc c'est vrai que magnifier ce lieu, c'était intéressant, alors que la chose elle-même n'a absolument aucun intérêt. Ni l'emballage, ni le Reichstag, ni le monument, mais l'histoire qu'est le monument. Et on voit bien que le travail largement justement des cristaux, parce que c'est un couple, hein, c'est un travail d'histoire. Hein, ce qu'ils font n'a aucun intérêt. Donc quand ils ont emballé, enfin ils ont plus ou moins les projets d'emballer les arbres des Champs-Élysées, les portes dans Central Park, etc., tout ça, les portes sont ridicules, il y a des bouts de chiffon qui se baladent dans l'air. C'est pas ça l'œuvre. L'œuvre, c'est Central Park. Hein, c'est d'enfermer d'une façon ou d'une autre cette part de l'histoire.
Donc, ce travail sur le lieu, je crois que c'est effectivement quelque chose d'important et on peut l'avoir de façon plus anecdotique. Il y a John Didetz là, qui a fait un hommage à Arago à Paris en 94. Ce sont tous les plots que vous pouvez trouver sur le méridien de Paris. Il y en a dans les allées de l'Observatoire, là. On les trouve un peu partout. Ça aussi, c'était une vieille idée, hein, la figuration des méridiens, ça existe depuis ne serait-ce que la Rome du XVIe siècle, donc on trouve ça dans beaucoup d'églises. C'était pas des œuvres, c'était des moyens de calculer le méridien. Chez nous, c'est devenu une œuvre, et là aussi, c'est une œuvre dans le sens où c'est pas un méridien, c'est le méridien de Paris. Hein, c'est ça qui est en cause, c'est que ce soit effectivement ce lieu géographique là qui soit magnifié. Donc il y a des coordonnées du lieu qui deviennent véritablement œuvres. Hein. Il y a des fois où c'est pas tant, le produit, c'est pas le lieu lui-même, c'est la façon de le regarder. Donc il y a Peter Goodenough qui a fait comme ça des choses qu'il avait appelées les escaliers, les marches, enfin, bref, en l'occurrence à Genève, et il fallait monter des petites marches, et puis on mettait l'œil dans un œilleton, et on voyait un truc. Alors évidemment, on voyait le grand jet de Genève, mais on voyait aussi les marches de la maison qu'avait foulé Calvin, enfin, vous voyez, des endroits historiques. C'était une espèce de focale d'appareil photographique qui était extrêmement fixé sur un point, cadré, fixé, et on ne pouvait voir que cela. Et là aussi, c'était de l'histoire qu'on voyait. Hein, c'est la production de l'histoire par la façon de la regarder. Buren avait fait en 89 la bataille de Valmy, et c'était pareil, c'était une espèce de couloir de tissu dans la campagne française, donc c'était vraiment là aussi rien du tout, un couloir de tissu, ça n'a aucun intérêt. Et puis de temps en temps, il y avait des fenêtres très orientées, avec des embrasures en quelque sorte, et qui permettaient de voir précisément telle chose, le clocher de Valmy, le moulin de Valmy, tel endroit où il y avait eu tel chevauché ou telle bataille, de la bataille révolutionnaire, et donc dans le fond, c'était toute une construction du cadrage. Dans le fond, là aussi, on est vraiment dans ces techniques du cadrage, et où c'est ce qui se trouve cadré, évidemment, qui est en cause, et non pas l'appareil qui cadre. Mais effectivement, l'artiste, lui, ne produit que l'appareil qui cadre, parce que ce qui se trouve cadré, c'est de l'histoire. Donc c'est pareil que les cristaux, il produit un appareil, bien évidemment, mais ce qui est en cause, c'est l'histoire, quel Pont-Neuf ou autre chose. Alors donc, le lieu devient lui-même histoire, le temps devient histoire aussi, c'est assez important. Ben, qui est quand même un drôle de gars qui n'a jamais rien fait qu'écrire des petites conneries en tout genre, mais des conneries extrêmement justes, extrêmement bien vues justement sur l'art contemporain. Ben a fait un calicot, puisque je n'ai que ça, et où il était écrit dessus « J'ai mangé un œuf hier à 12h32 ». Vous m'envoyez ravi, dirait-on immédiatement en commentaire. Et dans le fond, eh ben c'est ça. Aussi dérisoire soit l'idée, puisque Dieu sait si c'est dérisoire, évidemment, et aussi dérisoire, assurément, soit le calicot. De toute façon, on n'a rien à faire de ce bazar-là, on peut le jeter tout de suite, même si c'est signé Ben. Aussi dérisoire, ce que ça manifeste, c'est précisément qu'un moment de l'histoire peut être une chose en soi à contempler.